Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, effectivement, l'état de mal épileptique est une problématique complexe qui va mettre en jeu des moyens qui peuvent être plus ou moins importants. Et l'état de mal épileptique non convulsif est encore une situation plus difficile puisque il y aura pratiquement pas ou peu de signes cliniques. En introduction, je pense qu'il est très important d'avoir cette classification qui, à mon avis, est une des plus simples à utiliser et qui va être basée effectivement sur la sémiologie clinique des patients. Et donc, on va distinguer les états de mal épileptiques convulsifs. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des symptômes convulsifs. Est-ce que c'est tonico-clonique? Est-ce que c'est myoclonique? Est-ce que c'est purement tonique? Et puis ensuite, il y a tout un groupe d'états de mal qu'on va appeler non convulsifs. Et au sein en fait, des états de mal non convulsifs, il faut distinguer deux sous-types. Les états de mal non convulsifs et avec une confusion ou des troubles de conscience. Et c'est ce qu'on va développer un petit peu après. Et donc des situations dans lesquelles effectivement c'est le patient qui va être en état d'incapacité de communiquer avec vous, qui a éventuellement les yeux ouverts, il n'a pas de trouble de vigilance, et si vous ne faites pas d'exploration, notamment EEG, vous ne ferez pas le diagnostic. Donc ça, ce sont les états de mal non convulsifs à expression confusionnelle. Et puis, sachez aussi, même si ce n'est pas des patients que vous verrez en réanimation, on peut aussi avoir un état de mal non convulsif et non confusionnel. Donc vous me dites, ok, il n'y a rien, mais si, il y a quand même quelques signes cliniques. Et ce sont en fait des manifestations qu'on va dire élémentaires. Donc ça va être un patient qui peut avoir une petite tumeur occipitale, qui va avoir une hallucination visuelle qui va durer des minutes, voire des heures. Donc il est en état de mal, partiel, simple, visuel. Et typiquement, ce genre de patient, compte tenu de la longueur du phénomène, on ne va pas évoquer un phénomène épileptique. Donc, voyez un peu cette classification des états de mal convulsifs, non convulsifs, avec confusion ou sans confusion. Quelque chose qui est vraiment important, qui est un message, je pense, clé de mon topo, c'est effectivement, on a parlé de clinique, mais on va voir que pour faire le diagnostic, là, on a besoin d'être aidé par de l'électroencéphalogramme. Et un constat qui est vraiment clair, c'est qu'on a tendance, en tant que clinicien, médecin prenant en charge ces patients, à sous-estimer malgré tout ce diagnostic, même si on sait que toute confusion inexpliquée qui arrive aux urgences, on se doit d'évoquer un état de mal non convulsif confusionnel. Donc on y pense, mais le jour J, on n'y pensera pas toujours. Et un souci est que, à l'inverse, vous allez demander, vous, pour un trouble de vigilance, un EEG, un patient, et sur l'EEG, il va y avoir des anomalies, et le médecin qui va interpréter l'EEG va faussement dire qu'il y a un état de mal. Donc il y a un peu ce danger qu'on va vous répondre état de mal sur un tracé qui n'en est pas un. Donc il faut que vous soyez critique sur le fait que, est-ce qu'il y a vraiment tous les critères et cliniques, est-ce qu'il y a les critères EEG, et je vous en donnerai quelques éléments pour vous aider à distinguer ce qui est à considérer comme étant un état de mal ou pas. Et effectivement, le danger, c'est que si vous faites confiance aveuglément à l'interprétation de l'EEG, et qu'on vous dit état de mal, vous allez traiter le patient. Et puis, comme ce n'est pas un état de mal, ça ne va pas aller mieux, vous allez le surtraiter et on va se lancer dans une cascade thérapeutique, malheureusement, catastrophique. La clinique, effectivement, elle est trompeuse parce que ce sont des signes qui peuvent être effectivement juste un trouble de conscience. Il peut y avoir des éléments de confusion. Sur les états de mal, notamment partiels temporaux ou frontaux, on peut avoir des manifestations pseudo-psychiatriques, le patient qui brutalement a un trouble du comportement un peu bizarre. Pour exemple, j'ai un souvenir en tant qu'interne quand faisais des gardes d'un patient qui était venu, qui me racontait qu'il avait un bonhomme qui bougeait au fond de son ventre. Et donc je suis évidemment passé à côté du diagnostic. Donc je l'ai fait hospitaliser en psychiatrie et le lendemain il s'est réveillé, il n'avait aucun trouble psychiatrique. Donc il y a vraiment là des manifestations extrêmement trompeuses. Quant aux états de mal non convulsifs,
sans confusion, avec juste un phénomène, donc j'ai dit hallucination visuelle, hallucination olfactive, hallucination auditive. Là, effectivement, c'est des patients qui vont être traités de conversifs, hystériques, parce qu'ils ont un symptôme là, qui est là, ou psychotique. Donc, vraiment se méfier. Quelques mots pour vous dire qu'il y a quand même aujourd'hui des critères EEG pour parler d'état de mal, qui ne sont pas encore totalement reconnus dans la communauté des EEGistes et pas encore appliqués, mais je pense que plus ils le seront, moins il y a de danger pour qu'on vous donne un résultat d'état de mal alors que ça n'en était pas un. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail et on verra plutôt des exemples d'EEG. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc là, c'est une patiente donc, qui a cette EEG qui est très perturbée, mais elle arrive à la consultation debout. Juste, elle a des troubles de l'attention et puis son médecin l'a traitée un peu comme étant fonctionnelle. Comme elle avait fait une crise il y a longtemps, elle a été remise quand même sous un traitement qui est le Tegretol et on a ce type d'anomalie qu'on peut décrire comme étant des points tondes qui sont généralisés à 3 Hz et qui durent. Donc qui rentrent dans la définition de l'état de mal, mais sans beaucoup de signes. Et donc ça, c'est assez typique d'un état de mal absence. Donc l'absence, normalement, c'est les enfants qui font des absences, ça dure quelques secondes. Mais quand on donne un traitement inadapté, donc le Tegretol ne doit jamais se donner dans les absences, eh bien, ça va embraser en fait le phénomène et on a un état de mal absence. Voilà. Et donc ce qu'il faut, c'est juste arrêter de donner le Tegretol, éventuellement une petite benzo, et tout rentre dans l'ordre. Autre situation, une patiente qui fait après une vaccination contre la fièvre jaune, une encéphalopathie, une encéphalite post-vaccinale avec une grosse lésion temporale, des troubles du langage, et puis qui récupère et puis qui revient au laboratoire parce que elle fluctue. Les troubles qui commençaient à s'améliorer réapparaissent. Elle a vraiment une aphasie qui est quasi complète. Et on a ce type d'EEG qui va nous montrer en fait là typiquement des crises qui sont continues, donc qui viennent, qui se manifestent par des décharges. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose, oui. Des décharges dans la région temporale qui viennent, qui remplissent donc tous les critères d'une organisation spatiale et temporelle et qui rendent compte de cette aphasie puisque dans la continuité, on réalise une injection de Rivotril et là, on a une amélioration évidente de l'EEG et une récupération partielle de l'aphasie. Donc là, on a tous les critères qui nous permettent de dire que, effectivement, elle faisait bien un état de mal partiel, temporal, qui a été corrigé par cette injection de benzo. Autre situation, c'est le patient de 86 ans qui a fait une première crise, qui est traité, et puis qui à nouveau là se présente avec des troubles du langage qui fluctuent. On fait une exploration sur son IRM que je vous montrais tout à l'heure, qui montre rien de nouveau par rapport à ce qu'on connaissait. Et là encore, si on n'évoque pas la possibilité d'une origine épileptique et qu'on ne fait pas d'EEG pendant qu'elle a les troubles du langage, on ne verra rien. Et là, cette EEG, donc il y a moins d'électrodes parce qu'on est en réanimation, et on voit, d'un point de vue dynamique, vous voyez, là c'est des EEG successifs, dans la région toujours hémisphérique gauche, apparaître des crises qui également se modifient. Vous avez vu les anomalies qui augmentent en amplitude, augmentent en fréquence, puis décroissent. Et donc elle fait ça en continu. Voilà. Et donc le diagnostic, voyez, et puis là c'est la fin de la crise, avec donc des troubles du langage qui sont permanents, même quand les crises s'arrêtent, compte tenu de la fréquence de ces épisodes. Donc cette patiente en fait avait donc une lésion qui était visible sur l'IRM depuis plusieurs années, en lien en fait avec une encéphalite auto-immune, avec un anticorps qui nous a permis ensuite de trouver le primitif qui était un cancer du sein. Et elle a réussi à être traitée temporairement par des associations de médicaments antiépileptiques. Autre situation un peu plus compliquée,
le jeune patient qui développe des crises généralisées, qui évolue en un état de mal épileptique réfractaire à tout traitement et qui donc, à la suite des nombreuses molécules, va être mis sous pentotal à forte dose avec un tracé isoélectrique. Et chez cette patiente, on voit apparaître ce type d'activité avec des pointes un peu isolées. Donc là, la question que vous vous posez, et qui est effectivement souvent problématique, c'est de dire est-ce qu'il s'agit là d'anomalies qu'on peut considérer comme étant un état de mal épileptique? La réponse sur cette page-là, en tout cas, c'est non. Ce n'est pas parce qu'on a des pointes épileptiques, mais qui sont sporadiques, ou là, en l'occurrence, qui se répètent un petit peu beaucoup, mais qui ne s'organisent pas en crise. Il faut répondre que ce n'est pas un état de mal épileptique. Et là, il peut y avoir divergence. Vous pouvez avoir des interprétateurs de EEG qui vont vous dire là-dessus persistance de l'état de mal épileptique. En revanche, le point important, c'est qu'il faut vous fier à la clinique. Si le patient, de nouveau, il a éventuellement des mouvements, alors ça, c'est pas évident avec tout ce qu'il a comme traitement, mais si vous voyez d'autres phénomènes apparaître, et notamment d'autres phénomènes EEG, où là, c'est la même patiente, vous voyez tout à coup qu'on voit réapparaître sur ce tracé qui était déjà isoélectrique des décharges qui répondent aux critères d'état de mal épileptique. Donc oui, là, on est devant la persistance de l'état de mal et donc dans un état de mal hyper réfractaire. Enfin, autre situation un peu problématique du patient qui arrive aux urgences pour un état un peu de confusion. L'interne qui est zélé dit « Ah tiens, confusion inexpliquée, est-ce que ça ne serait pas un état de mal épileptique ?» Donc il demande l'EEG et l'EEG, il est là. Il montre ces anomalies pointues, généralisées, continues. Et le souci, c'est que le médecin qui va interpréter ce tracé va dire « Oui, c'est un état de mal épileptique ». En plus, l'interne demande pendant l'EEG à ce que justement soit réalisée une injection de Rivotril. Et le Rivotril nettoie le tracé. Donc vous, quelle est votre impression? C'était un état de mal épileptique? Oui, non? Il y a une question à poser. Donc le tracé est amélioré et la patiente, elle est comment? La patiente, en fait, elle est toujours confuse. Donc là, il y a un souci. Cette patiente, et donc malheureusement, on a récupéré des histoires similaires, sous prétexte que l'EEG avait été évoqué comme étant épileptique, que le Rivotril a été efficace sur la seule partie de l'EEG. Finalement, les anomalies sont réapparues, elle a été en réanimation, et puis elle a reçu différents traitements, elle s'est retrouvée sous Pinto, effectivement, en tracé de suppression complète, puis dès qu'on levait la sédation, les anomalies repartaient, et ça dure pendant des mois pratiquement. En fait, à un moment donné, il faut se poser la question de, mais est-ce que c'était vraiment un état de mal? Et en l'occurrence, ce n'était pas un état de mal. Donc c'était un Creutzfeldt-Jakob. Et donc, le Creutzfeldt-Jakob va donner effectivement une sémiologie un peu trompeuse, avec des accès parfois un peu des dégradations un peu brutales, va donner des myoclonies et va donner un tracé EEG extrêmement perturbé. Et comme on le reverra tout à l'heure, on va avoir les benzos qui peuvent nettoyer en fait les anomalies de ces encéphalopathies. Et donc, il faut se méfier de ces pseudo-états de mal, en fait, qui n'en sont pas, mais qui sont finalement des encéphalopathies. Un point vraiment majeur pour vous, c'est quand l'EEGiste va faire l'examen dans votre laboratoire, dans votre réanimation, eh bien, cet soi-disant état de mal, vous voyez que si on fait une stimulation nociceptive ou auditive, eh bien, vous voyez que ça arrête l'activité. Normalement, un état de mal épileptique, ce n'est pas juste une stimulation qui va bloquer le phénomène. Donc si vous arrivez à voir ça, il faut demander à ce que le giste ait bien noté l'effet des stimulations. Vous pouvez pratiquement éliminer le fait que c'était un état de mal. Vous voyez, c'est assez simple et c'est assez efficace. Et puis vous voyez effectivement voilà, différentes choses. Ça, c'était aussi pour vous montrer que effectivement, on peut plonger les patients sous Pinto, faire tout disparaître, mais dès qu'on lève un petit peu, les figures réapparaissent et malheureusement, si le EEGiste n'est pas formé, il va dire réapparition de l'état de mal et ça va être un cercle infernal. Autre situation également
un peu compliqué. Il me reste que quelques secondes avant de conclure, mais c'est pas grave. Le patient qui a fait un arrêt cardiaque, qui est en réanimation, qui a un retard de réveil. Effectivement, on se doit d'évoquer toutes sortes de possibilités, dont l'état de mal non convulsif. Et vous avez ce type de tracé qui est très impressionnant, qui montre plein de figures épileptiques, des pointes, des polypointes. Mais là encore, ça ne répond pas aux critères de crise. Il n'y a pas d'organisation temporelle, de structuration. C'est un petit peu des bursts, mais il n'y a pas de critères de crise. Donc il faudra parler d'encéphalopathie post-anoxique très grave, mais sans crise. Donc, en conclusion, il faut toujours, effectivement, devant un patient qui a des troubles neurologiques inexpliqués, troubles de conscience, évoquer la possibilité d'un état de mal alors qu'il n'y a pas de symptômes moteurs. Donc ça, je pense que c'est clair. Enfin, il faut toujours associer l'approche clinique et EEG. Le EEG est absolument majeur. Donc c'est vrai que je n'ai pas développé le côté monitoring continu. Là, c'était plutôt la partie diagnostic. C'est sûr que le monitoring peut donner d'autres informations. Attention effectivement à avoir un œil critique sur les interprétations des EEG qu'on peut vous faire qui concluent un état de mal, parce qu'il y a un risque pour qu'il y ait un surdiagnostic. Et puis on n'a pas non plus parlé traitement, mais là encore, il faut savoir avoir une attitude beaucoup plus pondérée pour prendre en charge ces patients que, évidemment, les traitements en extrême urgence de l'état de mal généralisé tonico-clonique. Merci.